Da Beirut vi parla Credidio Francesco. Quello che avete ascoltato e che ascolterete non è altro che l'inizio di una delle tante notti atroci che passano i libanesi. Notti dovute a un complotto inumano e barbaro, dove spero di saperne un po' più prima di lasciare il Libano. Mi domando perché la RAI paga degli inviati chiamati speciali e poi raccontano solo frottole. Forse perché hanno le loro tendenze politiche e pensano come gli americani e gli europei che un barile di petrolio vale più di una vita umana. Questi uomini politici fanno schifo. Pensano solo una cosa: chi può rubare di più. E non a fare del bene al loro popolo. Il mondo fa ribrezzo. باردة وهبات ساخنة كما يقولون. أول من أمس كانت الأجواء العامة تسيطر عليها بوادر التفاؤل. تحرك سياسي ناشط بين بيروت ودمشق، ولقاءات مكثفة على صعيد القصر والكتائب والجبهة اللبنانية والرؤساء الثلاثة العائدين من دمشق، إلى جانب مبادرات من جانب الرؤساء الروحيين. وعادت معركة الفنادق وعمليات التصعيد التي شهدتها بعض مناطق الجبل تعيد إلى الأجواء بعضا من السحب السوداء.
وأن لا ننظر ولا نعتبر ب10,000 قتيل استشهدوا لأجل أن يبقى لبنان وطن الطائفية والفساد والابتزاز الفردي والطبقي، ووطن لا يأمن فيه أي فريق من الجيل الطالع على شيء من الكرم. كما البيك في تصريحك أمس أشرت بالنسبة لاستقالة الرئيس فرجي وانتخاب رئيس بديل، أشرت إلى أنه بإمكان مجلس النواب أن يجتمع لتعديل المادة 73 ومن ثم يباشر بانتخاب رئيس جديد، فلماذا لا تهيئون الجو الأمني تمهيدا للبدء بهذا الحمل السياسي؟ لأن التعديل المطروح لا نرضى عنه، لأنه يترك لرئيس الجمهورية الذي يتصرف وفق مزاجه لا وفق ضميره، إذا كان له من ضمير، إذا كان له بعض من ضمير. Une rencontre avec Monsieur Kamal Jumblat, présentation Nicole Maillard, réalisation Antoine Jamouri. Nous venons de compléter une année entière de guerre civile. Espérons que nous n'entrons pas dans une deuxième année de troubles et d'événements sanglants comme ceux que nous venons de vivre. En août dernier, quelques mois après le déclenchement des sanglants incidents, les partis et les forces progressistes ont mis au point un programme qu'ils ont publié et qui proposait une série de points susceptibles de réformer les institutions du pays et de le sortir de la situation dans laquelle il se trouvait et qui avait mené inéluctablement à l'impasse. Nous accueillons ce soir dans nos studios, comme il y a quelques jours le Canal 7, M. Kamal Jumblat, qui vient nous apporter quelques éclaircissements sur ce programme, ses principaux points et ses modalités d'application. M. Jumblat, quels sont selon vous les points les plus importants dans le programme provisoire des partis progressistes? Les points les plus importants sont ceux qui concernent premièrement l'abolition du confessionnisme politique et l'établissement d'un régime laïque, surtout en ce qui concerne le mariage, la succession, le problème. Ces deux régimes seraient évidemment facultatifs afin de permettre aux hommes de conscience qui relèvent de telle ou telle religion de choisir eux-mêmes s'ils veulent bien aller à ce régime facultatif, succession de mariage, ou s'ils veulent continuer à adhérer dans leur statut personnel aux anciennes lois religieuses, ceux de l'islam ou ceux de la chrétienté. Le second point relève d'une vue un peu progressiste, si vous voulez, un peu visant sur l'avenir de la démocratie elle-même, et qui viserait à ce que réellement la démocratie dans ce pays puisse se libérer de ce que j'appelle la molocratie, cette anarchie dans laquelle nous vivons, cette irresponsabilité sur le plan des pouvoirs, sur le plan du Parlement, même sur le plan de l'administration, et à ériger un système de réelle responsabilité où vraiment l'élite puisse accéder au pouvoir. Car c'est le problème de la démocratie, pas ici seulement, mais dans le monde entier, comment permettre aux meilleurs de gouverner. La formule gouverner pour le peuple, par le peuple, au moyen du peuple, est un peu, je crois, très simpliste. Il faut viser à ce que
cette dialectique entre les meilleurs, entre l'élite et la masse, puisse fonctionner dans un sens organisationnel, de façon à ce que une réelle stabilité puisse être assurée dans l'État et à ce que réellement les meilleurs puissent se rendre utiles à leur société. Dans cet ordre d'idées-là, nous avons pris dans divers systèmes, diverses acquisitions assez intéressantes. Dans le système anglais, nous avons considéré qu'il avait institué une espèce de pouvoir administratif totalement séparé du gouvernement, en permettant au civil service, à la fonction publique, de nommer les fonctionnaires directement, sans avoir besoin de créer d'autres formules assignées, et de les déplacer, enfin d'être là, à leur tête, exactement comme une espèce de, comme les Indiens l'appellent, un high commissioner, n'est-ce pas, pour l'administration. Nous avons aussi dans cet ordre, donc ici, on peut mettre beaucoup d'ordre dans l'administration en la considérant comme une entité séparée au point de vue organisationnel, en retirant la politique, tout ce qui n'est pas, tout ce qui est simplement d'ordre administratif, et en permettant simplement au gouvernement de nommer les directeurs généraux, les sous-secrétaires d'État. Car encore ici, une innovation que nous avons introduite dans notre système administratif, c'est la nécessité d'un secrétaire d'État technique ou administratif qui ferait office de conseiller, qui ferait office de conseiller auprès du ministre, auprès de l'administration elle-même, et qui aurait certainement certains pouvoirs. Ce serait une espèce de vice-ministre, pour que les choses ne soient pas administrées politiquement. Bon, un second point dans cet ordre dans cet ordre qui vise à faire accéder les meilleurs au pouvoir, c'est la réforme de la loi électorale, dans le sens évidemment de la suppression du communalisme religieux, du confessionnisme politique, et le régime le régime proportionnel, une loi électorale basée sur le système proportionnel, c'est-à-dire permettant au moins à 3 groupes de listes, à 3 listes, d'avoir des représentants à la Chambre. Comme cela, d'abord nous assurons une plus large éventail de représentation qui serait de l'ordre de 80% de la population, 80-85% de la population libanaise serait représentée à la Chambre. Ensuite, nous libérons le député de toutes ces tracasseries au point de vue service privé ou public. Il serait plus libre en ce qui concerne sa clientèle. Nous n'allons plus, certainement, nous allons passer outre, dépasser le terme de la clientèle qui relève un peu du marché public, du marché privé. Et en même temps, nous aurions permis aussi à beaucoup de gens qui ne peuvent pas se présenter comme candidats d'être libres de la formule majorité plus 1. Ce système est très simple. Il consisterait en ceci. Je
prend par exemple Kesrouan, dans lequel il doit y avoir environ peut-être 50 000 électeurs sur 5 députés, cela fait que si le vote serait évidemment un vote de liste, oui, ça suppose l'existence de partis en fait. Il n'est pas nécessaire d'abord qu'il y ait des partis. Il faut simplement qu'il y ait des listes électorales. Avec le temps, les partis peuvent accéder de plus en plus à la Chambre et devenir plus nombreux. Donc, si nous divisons les 50 000 par 5, ça fait 10 000 comme quota, n'est-ce pas, comme quotient électoral. Et si la première liste obtient par exemple 30 000 voix, il lui est attribué 3 députés à la Chambre. Si la seconde liste obtient 10 000 voix, il est attribué une voix à la Chambre. Et la troisième liste devait être dans cet ordre ou un peu moindre. Alors, c'est la fraction la plus importante qu'on prend en considération. Donc, dans ce régime-là, de proportionnel, nous, certainement, beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui aspireraient à être à la Chambre, et qui ne seraient pas, dans l'ordre actuel des choses, capables de former une liste ou d'entrer dans une liste, seraient pourvus d'un permis assez spécial pour accéder au Parlement. Cela changera, cette proportion va changer totalement l'aspect du nouveau Parlement. Une première question, M. Jumblat. Le scrutin proportionnel, le système de la représentation proportionnelle, au moment où il s'agit de constituer un gouvernement, suppose, parce qu'il n'y a pas forcément de majorité absolue qui se dégage tout de suite, des coalitions. Est-ce que ça n'expose pas le gouvernement qui sera formé ultérieurement à un risque d'instabilité, dans la mesure où des tendances opposées peuvent se dégager dans la Chambre et faire tomber ce gouvernement plus facilement qu'un système majoritaire, par exemple? Ordinairement, même dans cette Chambre, on peut considérer cette Chambre comme très effritée, en définitive. Nous sommes dans un pays où l'individualisme souffle assez fort. Et je crois que le régime proportionnel, au contraire, permettra à des groupes beaucoup plus larges d'être à la Chambre et d'assurer une plus grande stabilité au gouvernement. Nous aurions certainement des groupes de 15, de 20, peut-être de 30 députés dans un même bloc parlementaire, ce qui serait beaucoup plus intéressant que d'avoir affaire maintenant à 4 députés dans un bloc, à 8 dans tel autre, à 7 dans un troisième, etc. Moi, je crois que sur ce plan-là, nous aurions une plus grande stabilité, même en ce qui concerne le gouvernement. Il faut ajouter une chose à ce régime proportionnel, c'est qu'il y aura quand même une faculté, une facilité de choisir pour le citoyen. Il pourra, à côté de chaque nom, mettre une petite accolade, un petit signe. Il pourra donner sa préférence. Cette préférence sera prise en considération lors du scrutin, n'est-ce pas? Mais M. Jumblat, dans un cas comme celui-là, évidemment, ce système serait appliqué à l'ensemble de la nation, le pays entier étant considéré comme une circonscription unique. Si on a cette liberté de choix, est-ce que dans l'état actuel des choses, avec les mentalités qui ne sont pas déconfessionnalisées, on ne risque pas d'aboutir à un vote exclusivement confessionnel? Vous savez, il n'est pas nécessaire qu'on prenne tout le pays comme une seule circonscription. Il est nécessaire simplement d'avoir de grandes circonscriptions électorales. Peut-être sur le plan du Muhafaza, si le Muhafaza du Liban est divisé par exemple en 2 ou en 3, les autres Muhafaza pourraient servir de circonscription électorale.
Et il faut avoir soin, évidemment, d'augmenter le nombre de députés jusqu'à 120, 130. Et dans cet ordre, évidemment, de promouvoir les meilleurs, si vous voulez, ceux qui pourraient. Et il faudrait instituer comme condition d'éligibilité ceux qui ont au moins un baccalauréat deuxième partie. À côté de cette chambre, il y aura une autre chambre, ce que j'appelle la chambre, ce que nous appelons ici, la chambre des principales activités libanaises, et qui serait choisie le quart parmi les producteurs, les producteurs, et notre quart pour les services, tout ordre de services, commercial ou d'ordre technique. Et le troisième, ce serait le salariat. Le quatrième, c'est l'intelligence, tout ce qui est activité intellectuelle ou technique proprement dite. Je pense par exemple à la représentation des professeurs des universités. Ces 4 sections sociales se retrouvent en réalité dans toute société. Production, service, salariat et intellect, c'est tout ce qui concerne l'intellect social. Cette représentation de ces diverses sections sociales, de ces diverses activités primordiales de la société, de ces diverses, si vous voulez, castes dans le vieux sens de l'Inde, si on prend ici, si on veut moderniser le terme de caste, eh bien, contribueront certainement à une meilleure représentation du pays, même sur le plan de la qualité. Oui, de la qualité. Parce que pour nous, une démocratie est avant tout un problème de qualité. C'est une autorité liée au peuple, et beaucoup plus peut-être qu'un gouvernement du peuple par le peuple. Quelles seraient les attributions de cette chambre des activités du pays par rapport à celle de la chambre des députés? Elle a les attributions, elle a les mêmes attributions que la chambre des députés, sauf que la chambre, c'est-à-dire elle pourra présenter des projets de loi, mais elle pourra même discuter des projets de loi, et en définitive, la Chambre des députés aura simplement le privilège de voter en dernier ressort, après que la Chambre des activités libanaises aura étudié un projet de loi 2 fois pour les modifications ou les addendums qu'elle croit utile d'y ajouter. Et cette Chambre a aussi le droit d'élire le président de la République? Les 2 chambres réunies, comme dans le Sénat ou la Chambre des députés, auront le droit d'élire le président de la République. Ce qui fait que nous aurons un plus large choix de personnalités à élire. Nous ne serons pas embarrassés par 4 ou 5 maronites, le plus souvent assez pauvres comme qualité. Le dernier point de votre programme prévoit aussi la mise en place d'une assemblée constituante. Quel est son rôle? Parce que ça fait 3 assemblées à ce moment-là. Non, l'assemblée constituante est une assemblée éphémère. C'est une assemblée qui va durer normalement 2 ans. Nous avons jugé cela utile, en l'occurrence, parce que nous croyions dans le passé qu'il était impossible de faire admettre à cette chambre, la chambre actuelle, le principe de la modification de la Constitution. Donc nous avons pensé qu'un référendum pourrait être fait par le président de la République ou le président du Conseil, ou le gouvernement pourrait
faire un référendum dans le pays pour établir le projet de loi qui serait la base de cette assemblée constituante. Et ensuite, il y aurait des élections pour cette assemblée. Donc, simplement passer au-delà de la Chambre pour pouvoir faire quelque chose de sérieux. Bon, ceci, en ce qui concerne un tout petit peu la qualité de la représentation, nous y ajoutons une troisième condition, c'est celle la séparation entre la fonction de député et celle de ministre. C'est-à-dire, aucun député ne peut être ministre sans démissionner. Et nous avons cru utile de faire cette modification à la Constitution afin d'obvier aux abus qui sont commis actuellement par les députés et ministres. Et il y a d'autres, évidemment, modifications qui contribuent à assainir le corps public. Sur le plan des rapports entre les pouvoirs publics Oui. Sur le plan des rapports entre les pouvoirs publics, nous avons considéré qu'il faut y avoir un équilibre. L'administration en tant que telle est érigée en pouvoir, séparée et quelque peu autonome sous l'autorité de la fonction publique. Chaque année, la fonction publique, avec le corps des contrôleurs, doivent passer au crible tous les fonctionnaires, comme ça se fait actuellement dans plusieurs sociétés, dans toutes les sociétés commerciales ou autres, afin aussi d'éliminer ceux qui ne sont pas capables, les incapables, ceux qui ont commis des abus, etc. Cela doit se passer par exemple en octobre, novembre, afin aussi de permettre, afin d'éliminer la corruption autant que possible de l'administration et d'éliminer les incapables et permettre à ceux qui ont fait preuve d'une certaine capacité d'être promus normalement. Normalement, sur la base de critères non confessionnels. Et sur la base de critères non confessionnels. Mais est-ce que vous ne pensez pas que dans un premier stade d'application, forcément, on sera consciemment ou inconsciemment obligé de tenir compte de certains critères pour maintenir un équilibre au sein de la nation? Moi, je ne crois pas. Vous savez, vous avez encore les lois confessionnelles, malheureusement, ont formé dans un autre esprit des espèces de canalisation dans certaines directions. Alors, supposez qu'un jour que ces lois confessionnelles soient éliminées, par le fait même, ces canalisations mentales, ces canaux mentaux, tendront nécessairement à disparaître. Oui, mais le problème, c'est que ça fait maintenant 1 an que nous vivons une guerre civile à caractère confessionnel. Et plutôt que de modifier les mentalités, vous ne pensez pas que les événements que nous avons vécus n'ont pas cristallisé justement le problème confessionnel? Moi, je ne crois pas que la guerre que nous avons, la petite guerre civile que nous avons vécue, était de caractère confessionnel. À coloration, mettons, elle en a revêtu sur des aspects. Vous savez, 1/4 au tiers des maronites n'étaient pas dans cette guerre, étaient contre cette guerre, n'étaient avec aucun des chefs qui ont mené cette guerre au nom du maronitisme intégral. Et deuxièmement, les autres confessions politiques, les confessions religieuses chrétiennes, qui totalisent au moins les 2 tiers des chrétiens, qu'ils soient grecs-orthodoxes ou arméniens ou syriens, catholiques, ou enfin toutes ces sectes chrétiennes, les grecs catholiques, etc., ont eu une position assez nette à ce sujet. Ils ont refusé de faire la guerre, comme on dit, pour des privilèges qui ne pouvaient plus durer. Donc, sur ce plan-là, vraiment, la chose n'a pas réussi. On a voulu tuer les gens, on a assassiné beaucoup de personnes, afin de faire revêtir à cette guerre
celui du président de la République, le pouvoir du gouvernement en tant que tel, le pouvoir judiciaire en tant que tel, et le pouvoir législatif. Sur le plan de l'exécutif, nous avons trouvé nécessaire de prendre la formule totalement parlementaire, faire du président de la République le premier magistrat, l'homme qui est l'arbitre entre les partis, et ensuite, et troisièmement, celui qui doit veiller, de par sa fonction, à l'exécution de la loi et à l'application de la Constitution. Oui. Donc, ses pouvoirs ont été limités en ce qui concerne la dissolution de la Chambre. Il peut dissoudre la Chambre dans 3 cas seulement. Au cas où la Chambre rejette totalement le budget, dans l'intention d'être un frein, de faire une espèce d'impeachment, si vous voulez, sur toute l'administration, sur la fonction de l'État en tant que tel. Deuxièmement, si la Chambre on lui a demandé de se réunir 3 fois, et il ne l'a pas fait. Et troisièmement, si la Chambre fait chuter le ministère plus d'une fois tous les 2 ans. Une fois tous les 2 ans. Et ceci pour permettre une plus grande stabilité gouvernementale. Par contre, nous avons donné plus de pouvoir au président, au président du Conseil, en particulier, le président de la République, en séparant la fonction de député de la fonction de ministre. Le troisième pouvoir que nous avons voulu instituer, c'est le pouvoir judiciaire. Ce pouvoir sera couronné par une haute cour de justice constitutionnelle qui sera chargée d'étude de la constitutionnalité des lois. Mais surtout, l'indépendance en été réalisée en ce qui concerne que les membres, les magistrats seront désormais nommés, prévus et puis déplacés, non selon un décret, mais selon un arrêt pris par le haut corps de la magistrature, qui est élu pour 2 ans. Donc là, indépendance totale du corps judiciaire par rapport à l'exécutif, même par rapport au ministre de la Justice, qui restera seulement le chef de la magistrature debout, c'est-à-dire du procureur général. Oui. Vous avez prévu aussi la création d'une haute cour pour superviser la constitutionnalité des lois. Oui, j'ai déjà parlé de ça. Et une autre cour pour juger les présidents, c'est ça? Pour juger et les ministres. Les présidents, les ministres et les députés. Et les députés. Parce que les ministres aussi, dans l'exercice de leurs fonctions, doivent être soumis à un contrôle, surtout en ce qui concerne leur argent de poche. Il faudrait bien que cette corruption cesse. Donc là, ils auront à tenir des livres, n'est-ce pas, pour ce qui concerne leurs dépenses publiques et personnelles, et comme tout commerçant, si vous voulez. Et ce sera la Cour des comptes qui, de temps en temps, viendra regarder un peu dans leurs petites affaires. Vous limitez aussi les attributions des tribunaux militaires. C'est-à-dire, non pas le limitant, mais nous considérons que la justice militaire ne doit pas être séparée de la justice civile proprement dite.
C'est-à-dire les tribunaux militaires seront une partie de la justice à proprement parler, et qui est couronnée par le corps de la haute magistrature, n'est-ce pas, le corps de la magistrature qui nomme les magistrats, qui les déplace, etc. Nous avons donné une plus grande indépendance à la cour militaire. Et ainsi, ces décisions devront être exécutées. Voici, je crois, les principaux points de ce programme, n'est-ce pas? On parle des points de détail, Oui. comme le fait par exemple que le président du Conseil est habilité à désigner Oui. le ministre, qu'il est lui-même Oui. élu par la Chambre, pratiquement nommé par La Chambre élit le président du Conseil et le gouvernement, le président de la République l'investit du pouvoir de former le gouvernement. C'est ça. On peut aussi cela nécessaire pour donner une plus grande indépendance au gouvernement. Et de même, le président du Conseil pourra choisir librement ses ministres, évidemment en dehors de la Chambre. Il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est la réorganisation de l'armée. Or, depuis la mise au point de votre programme en été dernier, des développements se sont produits, l'armée elle-même a éclaté. Est-ce que vous pensez que votre programme s'applique toujours? Est-ce qu'il n'a pas été dépassé par des événements? Vous savez, l'armée n'a pas complètement éclaté, il faut bien dire les choses comme ça. Moi, je suis sûr que cette armée refera son unité le moment possible. Il y a eu une faute, évidemment. Il ne fallait pas faire descendre l'armée dans ce conflit qui était trop passionnel. Il fallait laisser jusqu'au bout, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que une espèce de compromis politique ait lieu. Et alors l'armée aurait pu maintenant descendre dans les rues, dans les villages, etc., pour établir l'ordre. Malheureusement, il y a une faute qui a été commise par le gouvernement. Et maintenant, il s'agit de réparer cette faute. Mais je crois dans l'ensemble qu'on peut rassembler le cas échéant 8 à 10 000 hommes assez facilement dans le caserne et dans le plus bref délai pour qu'ils servent pendant quelque temps comme police et pour qu'ils rétablissent l'ordre. Est-ce que vous pensez qu'ils suffiront dans l'étape actuelle? Moi, je crois. Vous savez, je ne suis pas pessimiste à ce sujet. Et il y a évidemment eu la révélation de notre état moral. Nous avons mis le pouls sur la psychologie de notre peuple. Évidemment, on n'a pas beaucoup à se flatter, surtout parmi les jeunes. Ils se sont montrés le plus souvent assez immoraux. Ce n'est pas à eux qu'il faudrait s'en tenir, n'est-ce pas? Il ne faudrait pas trop les corréler. C'est peut-être la civilisation matérielle que nous vivons qui a contribué à cet état de choses. Et il faut bien dire aussi que le système d'éducation qui est actuellement en cours est fautif dans une très large mesure et responsable de cet état de choses parmi nos jeunes. C'est justement un point qui n'a pas du tout été abordé dans votre programme. L'éducation. Oui, mais dans plusieurs déclarations, j'en ai fait part, parce que je considère que, comme j'ai toujours considéré, d'abord, il y a eu, si vous voulez, une chute en avant de toutes nos valeurs. Je ne sais pas si, même parmi ceux qui se considèrent progressistes, parce que le plus souvent, on se sert d'une antenne, mais en réalité, on n'est pas conforme à ce que l'on dit. Donc, je considérais toujours comme, d'abord, il n'y a plus d'éducation familiale.
la femme veut faire à sa tête et veut contredire, si vous voulez, sa fonction naturelle, que ce soit dans le ménage ou dans l'éducation de ses enfants. Et puis il va dehors, il veut travailler, il veut gagner de l'argent, ou elle veut faire à sa guise. Elle veut être un élément productif dans le système social, c'est quand même... Il faudrait qu'elle soit un élément utile plutôt, et qu'elle soit à sa place dans la société. Moi, je ne peux pas concevoir des enfants qui n'ont pas été élevés par une mère affable, aimante, n'est-ce pas, il ne peut pas être le bon garçon, définitif, dans la vie. Deuxièmement, dans notre système, dans l'éducation que nous donne la nation, comme on dit, les talibans, il manque beaucoup de choses aussi. Le corps du professorat en général n'est pas à la hauteur. Ce sont des professeurs le plus souvent qui ont besoin d'autres professeurs pour les instruire même, au point de vue de la langue française, de la langue arabe. Et deuxièmement, ils n'ont pas le soin d'éduquer leurs enfants à l'école, les écoliers. Et ils regardent trop peut-être à leur bourse à la fin du mois. Ce qui est une maladie presque générale que nous devons peut-être un tout petit peu à quelques mercantiles phéniciens et au système économique qui est en faveur dans la contrée. Et troisième point, c'est que les études, par exemple, de l'humanité, ne sont plus sérieuses dans les écoles. Elles ont été en partie ou totalement supprimées au profit des sciences, ce qui est une chose très malheureuse, parce que je prends par exemple la littérature arabe, qui est une école de chevalerie, une école de noblesse morale, pourtant, il y a etc. beaucoup plus de littéraires que de scientifiques dans les universités au Liban à l'heure actuelle. Oui, mais on n'enseigne plus que la période décadente, sous prétexte que cette période décadente relève un peu de la première renaissance arabe au Liban. On oublie tous les grands poètes arabes, tous les grands écrivains, etc., qui vraiment avaient une saveur d'un caractère assez élevé au point de vue moral. Et ceci permettait l'éducation de ce que j'appelle l'éducation du cœur chez l'enfant. En français, c'est la même chose, on néglige les études littéraires depuis peut-être La Fontaine jusqu'à Victor Hugo, en passant par tout le monde, et par Racine ou Molière. Et deuxièmement et troisièmement, la classe de philosophie aussi est négligée de plus en plus. Elle est supprimée dans toutes les écoles, ce qui est très malheureux, parce que ça donne une certaine conception de la vie à l'enfant. Il faut que l'enfant vraiment apprenne ce que sont les choses essentielles, au point de vue qui le lie au cosmos, qui le lie à soi-même, au réel soi-même, et qui le lie à la société. J'ajoute à ceci que l'éducation religieuse n'est plus là dans les écoles, ce qui est très malheureux aussi. Parce que la fonction de toute religion est en réalité de promouvoir la moralité des gens. Et ainsi, nous avons une absence totale de tout ce qui est religieux ou spirituel chez l'enfant. Et je vois ceci chez nos jeunes, ils sont assoiffés de connaître quelque chose. Mais malheureusement, ils n'ont plus accès ni au Coran, ni à l'Évangile, ni aux livres de sagesse des Druzes ou d'autres livres. Ils sont acculés à inventer ou réinventer eux-mêmes leur propre morale, ce qui est assez difficile. Et si vous aviez un programme de réforme à proposer sur le plan national dans le domaine de l'enseignement,
quels seraient les points sur lesquels vous insisteriez? Ce sont les points sur lesquels j'insisterai, les points que je viens d'exposer. Il y a quand même un effort d'uniformisation des programmes. Il faut faire un effort d'uniformisation. Des programmes et Oui. aussi des mentalités, parce que c'est finalement à l'école que ça se passe. Oui. J'ajouterai une chose peut-être, ou deux choses. Premièrement, il faudrait créer une véritable école pour les professeurs, les instituteurs, une véritable école normale. Et deuxièmement, il faudrait établir le système des travaux manuels dans toutes les écoles. Travaux de terre, travaux d'artisanat, même un jour de travail à l'usine, afin de donner plus de responsabilité à l'enfant. Je terminerai par ceci, cette éducation éducative, en faisant plus attention à ce qui se donne par la télévision, la radio ou le cinéma. Malheureusement, ces sources actuellement nous déplaisent tous parce que elles ne sont pas dirigées à éduquer et le gosse, et le jeune homme, et le citoyen. Et le plus souvent, il contribue au contraire à dissoudre son entité morale, à lui inculquer les idées de violence, le sentiment de la violence, ou ce sentiment de l'agressivité, autant une agressivité psychique qu'une agressivité sexuelle. Monsieur Joubert, après cette digression, j'aimerais qu'on revienne au problème de la réorganisation de l'armée. Tout à l'heure, quand vous parliez, vous disiez qu'on pourrait regrouper environ 10 000 hommes pour plus ou moins faire la police dans le pays. Or, cette expression est justement en contradiction avec votre programme, dans lequel vous voulez que l'armée ne s'occupe pas des affaires intérieures du pays et qu'elle s'occupe surtout de la défense du territoire, la défense aux frontières. Mais maintenant, dans l'état actuel des choses, il faut être pratique, n'est-ce pas? Il faudrait un corps militaire qui puisse en imposer pendant 1 ou 2 mois aux gens, afin de permettre l'organisation de la gendarmerie à nouveau et de la police ordinaire. Je crois ce passage est nécessaire. On ne peut pas dire aux milices nationales, aux milices qui sont actuellement présentes de faire la loi chez eux. Ils le font très mal d'ailleurs. Et ils font beaucoup d'abus parce qu'ils ne sont pas éduqués pour cette sorte de choses. Et ils ont reçu à un certain âge des réflexes conditionnés, ce que j'appelle, à l'âge de 14-15 ans, à l'âge de l'imprégnation mentale, comme le prétend certains éthologistes. Ils ont reçu des idées d'agressivité, des idées qui font d'eux des hommes plutôt désordonnés que des hommes qui sont disciplinés dans le vrai sens du mot. Donc on retrouve encore dans le problème de l'éducation. Oui. Monsieur Joubert, pour reprendre globalement votre programme, quelles sont selon vous les différences fondamentales entre le programme de la gauche et le document constitutionnel qui avait été présenté le 14 février par le président Frangélier? Dans le document du président Frangélier, il y a 17 points, je pense. Oui. Ces 17 points ont été Certains d'entre eux dictés par un très mauvais avocat. Parce qu'il y a beaucoup de contradictions dans ces 17 points. À tel point que un ancien bâtonnier célèbre, me disait que c'est primitif. Et c'est vrai, c'est un peu primitif. J'en ai fait la remarque à notre ami, M. Khaddam. Et d'ailleurs, nous avons certains avocats qui ont fait la critique de ces 17 points. Mais
Les 17 points, en réalité, sont restés ont voulu maintenir le pays sur le plan confessionnel. N'ont pas tenu aucun compte du véritable courant de sécularisation, de laïcisation de l'État, qui est en cours dans ce pays, autant dans les milieux chrétiens que dans les milieux musulmans, autant dans les milieux proprement laïques, séculiers si vous voulez, que dans les milieux réguliers, des moines et autres, et des prêtres et des évêques et des chefs. Les chefs, peut-être pas autant, parce que les chefs relèvent de notre ordre. Ils sont tenus peut-être par un autre lien. Et n'ont pas évolué dans le même sens que les milieux religieux de la chrétienté. Donc, premièrement, le confessionnal politique a été maintenu. Oui. Il y a été, au contraire, il y a eu on a voulu le cristalliser davantage sur le plan des trois présidences. Deuxièmement, on n'a tenu aucun compte de remarques. Il y a eu simplement la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, la Cour qui a été instituée, la Cour qui devait juger des ministres et des députés, des présidents. Aussi, on n'en a pas tenu compte réellement. On a voulu simplement revenir au texte actuel de la Constitution qui prévoit une Cour de ce genre, mais cette Cour n'a jamais fonctionné parce qu'elle était composée de 9 députés et de 8 magistrats, à ce qu'il m'en souvient. Il est difficile, comme vous le savez, à 9 députés de juger quelqu'un, surtout que dans la Chambre, beaucoup de députés manquent de responsabilité morale et professionnelle. Dans la Chambre actuelle. Bon. Je ne vois pas d'autre chose intéressante dans ce document des 17 points. Bien, et en ce qui concerne les 5 points qui avaient été adoptés par le sommet de Haramou, vous les aviez acceptés vous-même? Dans le sommet de Haramou? Oui, le sommet. Quels sont les 5 points? Je sais qu'entre autres, il y avait la question de la répartition à égalité entre les deux grandes confessions des sièges au Parlement. Oui. Il fallait en finir avec cette guerre atroce qui se passe dans le pays. Nous avons considéré avec les partis que c'était faire une concession, accepter ces 5 points comme pour revenir et lutter à nouveau pour une amélioration de 5 points et pour l'exécution de notre propre programme que nous considérons comme une chose intéressante à appliquer au Liban, qui serait peut-être, qui aurait la constitution peut-être la plus progressive sous cet angle de beaucoup de pays démocratiques. Dans ces 5 points, il y avait aussi, je crois, l'élection du président par la Chambre, n'est-ce pas, quelque chose comme ça. Oui. Ceci a déplu à beaucoup de présidents du Conseil, parce que ils n'avaient pas de la Chambre, ils n'avaient pas de la portée de la Chambre. Mais finalement, ça a passé parce que le courant était assez fort. J'espère que cet article leur donnera beaucoup plus de responsabilité. Nous allons demander évidemment à Ramon, qu'au moins, pour l'application de la loi proportionnelle de l'élection, à ce qu'on distingue musulmans ou chrétiens, et qu'on supprime les sectes, les sectes politiques, c'est-à-dire la nomination politique des sectes. Ils ont accepté en principe, mais je ne sais pas si leur acceptation n'était pas seulement due aux circonstances. Les 5 points aussi ne sont pas très intéressants, parce qu'il s'agit, comme je l'ai dit, ce n'est pas la quantité qui manque à la Chambre. Il y a peut-être beaucoup de gens qui sont médiocres. Ce qu'il nous faut dans notre système parlementaire actuel, c'est nous débarrasser de cette médiocrité. Donc c'est la qualité qui compte. Et nous allons viser
à améliorer la qualité de nos députés, à leur donner, si vous voulez, à leur permettre une grande récréation à la fin de leur vie, c'est-à-dire à l'âge de 64 ans. Ils doivent se retirer et nous ficher la paix, n'est-ce pas, afin de permettre aux jeunes de pénétrer dans la chambre, d'accéder à la chambre. Et donc, sur le plan aussi du gouvernement, nous avons considéré que des ministres venus d'en dehors de la Chambre pourraient aider aussi à l'amélioration de la qualité des ministres. Donc, nous visons, là, le programme de 5 n'a pas tenu compte de notre point de vue, parce que malheureusement, les députés en réalité, la majorité des députés, presque tous les présidents du Conseil, presque tous les ministres ou ex-ministres, ne désirent réellement pas de réforme dans le pays. Ils sont bien installés. Et ils veulent rester bien installés. C'est la conformité bourgeoise sous cet angle. Et ils sont soumis certainement à des pressions capitalistes. Ça paye pour beaucoup de députés d'être députés. Et ça appauvrit d'autres aussi, il faut bien dire la chose. Parce que souvent, un cartel, n'est-ce pas, est représenté à la Chambre, ou par des députés qui essayent d'agencer ou de réviser les lois selon selon les intérêts de tel cartel ou de telle société. Aussi, ici, nous avons mis une condition pour être éligible à la fonction, c'est de ne pas être ni membre d'un conseil de direction d'une société, ni président, évidemment, d'un conseil de société anonyme, ni directeur de n'importe quelle société, qu'elle soit anonyme ou autre, afin de permettre aux députés une plus grande liberté. Et, nous avons aussi mis un peu nous avons empêché le député d'agir comme avocat, c'est-à-dire d'avoir une étude. Mais moi, je préfère réellement que les avocats cessent de se présenter à la Chambre. Parce que le plus souvent, ils ont donné de très mauvais exemples. Et en tant que députés avocats, et en tant qu'avocats ministres, vous connaissez beaucoup de cas qui étaient assez déplorables. Donc, sous cet angle, il y a beaucoup dans notre programme de choses intéressantes afin de relever la qualité du bonhomme député et d'en faire et de dépouiller un peu de ses intérêts personnels et d'en faire réellement un représentant conscient de la chose publique. Et M. Joubert, dans l'étape actuelle, est-ce que vous pensez que votre programme est applicable tel qu'il est, ou est-ce que vous ne serez pas obligé de faire des concessions avec les différentes forces politiques dans le pays? C'est-à-dire, par exemple, Pierre May, il a dit il y a quelques jours qu'il était prêt, lui aussi, à appliquer certaines réformes, probablement pas les mêmes que vous. Est-ce qu'il va y avoir... Je ne sais pas, mais je crois, nous nous sentons très proches, par exemple, de beaucoup de monsieur de l'autre bord, c'est-à-dire de beaucoup de chefs combattants chrétiens actuellement, que de certains traditionnalistes, ou de la plupart des traditionnalistes de l'islam, qui sont des hommes bien assis à leur place et qui ne veulent pas changer de place. Par exemple, je relève, il y a surtout les gens de l'autre bord réclament par exemple la laïcisation de l'État. Nous la réclamons aussi. Ils réclament la déconfessionnalisation de l'État, nous la réclamons aussi. Donc il y a un point commun. Vous la réclamez, mais dans le programme, vous mettez surtout l'accent sur la déconfessionnalisation politique.
La laïcisation étant un but à atteindre ultérieurement. Or maintenant, les gens la réclament, enfin certaines personnes du moins la réclament ici et maintenant. Donc est-ce qu'il n'y a pas eu une espèce de progression, de saut en avant qui a été fait? Vous savez, si on déconfessionnalise de l'État, c'est que la laïcisation est déjà presque complète. C'est ça, presque complète. Quelle est la différence que vous faites entre les deux? En réalité, il n'y a pas beaucoup de différence. La déconfessionnalisation est une partie de la laïcisation elle-même. C'est-à-dire séparer tout ce qui est d'ordre religieux de tout ce qui est d'ordre temporel. Laisser à Dieu ce qui est à Dieu et donner à Dieu ce qui est à Dieu, n'est-ce pas, et au civil ou bien à l'État ce qui est à l'État. Donc, il reste les lois en ce qui concerne le statut personnel. Et vous les faites facultatives. Et il reste comment? Vous les faites facultatives.